des gens qui vivent avec cette croyance que la personne qu'ils sont aujourd'hui, c'est la personne qu'ils étaient il y a 10 ans. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Et quand tu comprends ça, ça change complètement ta manière de fonctionner. Parce que tu dis, effectivement, je peux partir de n'importe quel niveau. Moi, je pars de là, toi, tu pars de là. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je sais qu'avec le travail, avec la persévérance, avec les bonnes méthodes, je vais progresser. Peut-être que ça me prendra 1 an de plus que toi, peut-être 2 ans, mais c'est la course contre qui? La course contre moi-même. Et quand tu comprends ça, tu prends tes cages mentales et tu les casses. Tu dis non, cette cage, je veux plus vivre dedans. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Je suis Fabrice Midal, philosophe, auteur de nombreux livres dont Foutez-vous la paix et commencez à vivre et Le jeu des 5 portes, le tout dernier, sur comment découvrir qui nous sommes, découvrir nos propres forces, notre propre génie. Et je suis le fondateur de Réseau, la principale école de méditation. Enfin, c'est bien plus que de la méditation, c'est vraiment une ouverture à la vie que j'ai fondée il y a maintenant 20 ans. Mais je vais vous faire une confidence. Quand j'étais enfant, j'étais nul à l'école et j'étais vraiment en échec. Et j'ai fini par me demander si j'avais pas un problème, si j'étais pas profondément limité. Heureusement, par chance, c'est une longue histoire, mais j'ai rencontré quelques profs qui ont cru en moi et qui m'ont ouvert les yeux. Et particulièrement, m'ont ouvert à la philosophie et ça a changé ma vie. Quand je regarde mon parcours, je me rends compte que le problème, c'est qu'à l'école, il y a des gens qui comprennent très bien comment faire, puis il y en a plein comme moi, qui ne comprennent pas du tout le mode d'emploi et on ne le donne jamais. Et bien dans cet épisode de Dialogue, j'ai trouvé vraiment une personne extraordinaire pour vous aider à découvrir quel est le mode d'emploi pour apprendre. Et à n'importe quel âge de la vie, c'est formidable de découvrir comment on apprend, comment on mémorise, comment on met ses idées en forme. Et pour ça, je reçois Mohamed Boklet, qui est absolument passionné de transmettre ce savoir si peu compris, si peu connu, et qui fait tellement de bien. Vous allez voir, c'est sur Dialogue et c'est passionnant. Bonjour Mohamed. Bonjour. Je suis vraiment content de te recevoir. Je trouve ton livre, ton travail assez enthousiasmant parce que tu as la passion d'apprendre. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Et j'ai la chance de regarder tes vidéos sur YouTube et j'ai pu voir plein de podcasts. Et là, ici, avec toi, ça me fait vraiment plaisir. Donc, tu as cette passion pour apprendre. Et tu as envie d'aider tout le monde à voir que apprendre, ça rend la vie plus heureuse. C'est un peu ça le cœur de ton propos, de ton engagement. C'est ça, c'est apprendre à apprendre et se rendre compte qu'on est tous intelligents et que tout le monde peut réaliser ses rêves, ses projets quand on a les bons outils. Et c'est ça ma mission, c'est de démocratiser les méthodes d'apprentissage pour que les gens se rendent compte qu'avec ces méthodes, ils peuvent réussir tout ce qu'ils veulent dans leur quotidien. Mais toutes ces méthodes, ça vient d'une sorte de passion pour apprendre, d'une compréhension qu'apprendre, ça rend heureux. C'est pas juste, en te lisant, on voit, c'est pas juste apprendre, bien sûr, ça permet de réaliser ses objectifs, d'être efficace, mais on sent chez toi une jubilation de pouvoir lire un livre, de pouvoir apprendre, et au fond, quand même, il y a un enthousiasme qui passe dans ton livre et qui essaye de dire aux gens, vous croyez qu'apprendre, c'est pas pour vous, ou vous croyez qu'apprendre, c'est austère, ou vous croyez qu'apprendre, c'est juste une question d'efficacité, mais ça permet d'être plus heureux, ça permet de sortir de l'ennui. Bien sûr. C'est gratifiant, c'est surtout ça. C'est-à-dire que moi, depuis ma tendre enfance, alors moi j'avais des difficultés scolaires quand j'étais enfant, énormément galéré à l'école, peut-être qu'on en reparlera, on va en parler dans quelques minutes. De mon parcours, mais une chose qui me caractérisait, c'est que quand j'apprenais quelque chose, j'adorais le partager. Donc même enfant, même avec mes difficultés, j'avais cette passion de « Ah, j'ai compris quelque chose, je vais l'expliquer ». Parce que comme j'avais du mal à comprendre, quand je comprenais, j'étais tellement heureux d'avoir compris que j'avais besoin de le partager. Et c'était ça un peu mon mode opératoire assez jeune. Et effectivement, quand le jour où j'ai découvert les méthodes d'apprentissage, je me suis dit, mais en vrai, tout ce qui est autour de moi, ici, on est dans un endroit où il y a des livres partout. Je me suis dit, mais attends, je suis en capacité de lire tout ça.
Ça va être incroyable, ça va être la quantité de savoir que je vais connaître, mais en dehors du savoir, c'est le savoir appliqué, c'est ce que ça va m'apporter au quotidien. Et à chaque fois que j'apprends des nouvelles choses, on a ce qu'on appelle, plus on avance, on a ce qu'on appelle le coût du savoir. Plus tu avances, plus le savoir coûte cher. Ça veut dire quoi coûte cher? C'est pas en termes d'argent, c'est peut-être en termes de temps. La première fois que j'ai lu un livre sur les méthodes d'apprentissage, tout le livre était pour moi nouveau. Donc à chaque fois, je disais quelque chose, waouh, c'est beau. Maintenant, quand je lis un livre, peut-être que je vais lire un livre entièrement, je vais apprendre 2 ou 3 notions. Mais juste ces 2 notions me rendent heureuse. Et je me dis, waouh, c'est incroyable que j'ai appris ça. Maintenant, je vais l'appliquer. Et après, une fois que je l'applique, je me dis, mais maintenant, je vais le partager parce que je ne suis pas le seul à en avoir besoin. Moi, si j'en ai eu besoin et que ça m'a aidé, je suis sûr que des personnes, ça peut les aider. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont, il y a des personnes qui en ont besoin dans leur quotidien. Et c'est ça qui me rend heureux. Et voir dans les visages des gens, des personnes m'écrire ou me voir. J'ai fait l'Olympia il n'y a pas longtemps. Il y a des personnes qui sont venues me voir, 70 ans, 69 ans. Des personnes, mon élève la plus âgée, elle a 89 ans. Elle s'appelle Françoise. Et quand tu vois une personne de 89 ans qui dit Mohamed, merci, tu me fais rattraper le temps perdu, j'ai la joie de vivre. Mes petits-enfants me disent mais maman, grand-mère, mamie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que j'ai l'impression de redevenir jeune et que je peux apprendre et que, en vrai, j'avais l'impression que mon cerveau était était rangé et en vrai, c'est faux. Je me dis, mais ce sourire et cet enthousiasme, ça me rend heureux et me pousse à continuer. Donc j'ai ça avec des personnes âgées, mais j'ai également ça avec des parents qui me disent ça de leurs enfants, des salariés, des entrepreneurs. Et ce qui est fou, c'est que c'est pour tout le monde. C'est pas pour une classe sociale, c'est pas pour une typologie de personnes. Moi, ma plus grande fierté, c'est de voir que, quelles que soient nos origines, notre classe sociale, on est tous unis de la même manière on a un cerveau, on a tous le même cerveau. Si on l'utilise bien et qu'on apprend à l'utiliser, parce qu'on ne nous a jamais appris à l'utiliser, on peut faire des choses incroyables. Et ensuite, les gens se sentent tellement bien que ils font abstraction de tout ça. Alors que dans la société, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui nous divisent. Alors que ça nous unit et ça me fait énormément plaisir. Donc, ça, c'est vraiment important. Je suis content que voilà, tu montres ça de toi, que c'est vraiment le socle, le bonheur d'apprendre et de montrer que la plupart des gens croient que c'est pas pour eux. Effectivement. Moi, c'est des choses aussi qui me travaillent beaucoup. De voir qu'on a accès à plein de choses et les gens croient que c'est pas pour eux. C'est vraiment une souffrance profonde que beaucoup de gens ont. Je n'ai pas accès à ça, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas y arriver. Je vais prendre l'exemple de la lecture. Jusqu'à mes 30 ans, je pensais que la lecture, c'était pas pour moi. Je pensais que la lecture était pour une classe qui n'était pas la mienne. Alors, c'est complètement faux. Peut-être que les gens qui vont écouter ça vont dire mais qu'est-ce qu'il raconte, Mohamed? Pourquoi il dit ça? Mais moi, dyslexique avec des difficultés scolaires, j'ai fait le deuil de la lecture en collège. Quand j'ai eu la note de français où je me suis battu pour lire un livre entièrement, qu'à la fin j'ai eu un 4 sur 20 et que la prof elle a écrit en haut la prochaine fois il faudra lire le livre. Je me suis dit attends, j'ai lu le livre, j'ai eu 4 parce qu'on ne nous évalue pas sur ce qu'on connaît, mais on nous évalue sur ce qu'on ne connaît pas dans nos livres. Donc comme on nous évalue sur ce qu'on ne connaît pas, tu as un livre qui fait 200 pages, tu peux pas connaître le livre par cœur. Donc forcément donc tu as été découragé. Donc on va parler de ça maintenant. On m'avait découragé, effectivement. Mais pourquoi je dis ça? C'est que donc ça a eu un traumatisme qui fait que après j'arrête de lire. Je suis dyslexique. À chaque fois que je vois des livres, j'estime que les livres, c'est pour les gens qui sont littéraires. Parce qu'à l'école, on dit quand tu aimes bien la lecture, tu vas faire L, tu vas faire Sciences Po. C'est pour ce type de personnes. Je grandis avec la lecture, c'est pas pour moi. Et c'est à 29 ans, quand je découvre les méthodes d'apprentissage et la lecture rapide qu'on abordera, que je me dis, mais c'est faux en vrai. Ben comme moi aussi, Mohamed, moi aussi, je peux lire. Moi aussi, les livres, c'est pour moi. Et c'est comme ça que je suis commencé à repartir à la bibliothèque, commencer à lire des livres. Et tu lis un livre, et au début, il te prend 4 heures. Après, tu en lis un deuxième, un troisième. Et là, tu te dis, oh, mais je suis passé à côté d'une quantité de savoir et de quantité de choses. Parce que j'étais plutôt à regarder la télé, à regarder Netflix, à faire tout, sauf me nourrir. Et pour moi, la lecture, c'est se nourrir. Pour moi, la lecture est au cerveau, ce que la nourriture est au corps. Quand tu nourris ton cerveau, tu es beaucoup mieux, tu es bien dans ta peau. Et comme tu es bien dans ta peau, bah forcément, tu es bien dans ton quotidien. Donc, ce qui est vraiment passionnant, donc c'est à la fois ce bonheur d'apprendre que tu avais enfant, mais qui a été contrarié, que tu transmets aux gens, que tu montres. Et je pense que c'est ça la force de ton travail, c'est comment tu as été contrarié. Comment tu t'es cru pas autorisé à lire des livres, et même tu écris dans ton livre que pendant longtemps, tu as cru que tu étais bête, tu avais peur des mots. Alors, on va un peu raconter ton parcours et cette expérience, parce qu'au-delà de ton parcours, ça va éclairer tout le monde sur le problème majeur de l'éducation, c'est qu'on apprend plein de choses, mais comment faire pour apprendre?
voilà, qui est essentiel et qu'on nous apprend pas. Effectivement. Et donc, alors partons de ça. Pour partir sur mon parcours, là, moi, je suis né dans une famille nombreuse. J'ai 6 sœurs, je suis le seul garçon. Mon père est venu dans les années 70, ma mère est arrivée en 86 en France. Moi, je suis né en France, mais mes grandes sœurs sont nées au Maroc et on n'est que 3 sur les 7 à être nés en France. Parce que tu es dans quelle année? Moi, je suis né en 88. Donc, moi, j'ai ma grande sœur qui est née en France, et ma petite sœur, et tous les autres sont nés au Maroc. Donc, quand on arrive, moi, j'arrive à l'école, je suis le seul garçon. En dehors de ça, c'est juste une anecdote, mais j'arrive à l'école, j'ai des grosses difficultés de base parce que mes parents ne parlent pas français. Pour m'aider, c'est très compliqué. Quand je rentre à la maison, personne ne peut m'aider à faire les devoirs. Mes sœurs elles-mêmes doivent s'aider elles-mêmes. Donc, j'ai pas d'aide. Ensuite, je redouble le CP. Je dois redoubler. On veut me refaire redoubler le CP, mais on me laisse passer parce que je suis trop vieux. En CE2, on convoque mon père pour dire: Monsieur Bocquet, votre fils a trop de difficultés, il doit aller en classe de perfectionnement. C'est l'équivalent de la SECPA, mais en primaire. Parce que j'étais, d'après eux, nul. Donc là, c'est vraiment des classes pour les élèves qui sont en très, très grande difficulté scolaire, Effectivement. qui ont un peu des retards. Exactement. Des personnes qui ont des retards de parole, de lecture, d'écriture et autres. Et on va faire une classe de perfectionnement. On va les aider c'est un peu la classe c'est un peu la SECPA du collège, mais en primaire. Donc, on nous met Et mon père refuse. Déjà, c'est la meilleure décision qu'il prend à cette époque. C'est qu'il va contre le corps éducatif en disant: non, mon fils va rester dans cette école et on va se battre. Et c'est à ce moment qu'on détecte ma dyslexie et ma dysorthographie. Et c'est à ce moment-là que je commence à aller chez l'orthophoniste, à aller à l'aide de devoirs le soir parce que mes parents ne peuvent pas m'aider. Et moi, je le vois avec mon recul de parents aujourd'hui, parce que j'ai un enfant qui a 7 ans. Quand je vois mon enfant rentrer avec ses devoirs l'année dernière et même cette année, je vois le temps que je passe avec lui à l'aider. Je me projette à l'époque où personne ne pouvait m'aider. Je comprends que déjà que j'avais des difficultés, s'il n'y avait personne pour m'aider, c'était très compliqué. Je vis avec ça à l'intérieur de moi. Mohamed, t'es nul. Mohamed, t'es pas intelligent. Mohamed, juste mets-toi dans ton coin. J'étais bon en sciences. Ça, c'était bien. J'étais bon en maths. Donc, je me bats en maths. En vrai, je passe uniquement par les matières scientifiques. J'ai des bonnes notes en matière scientifique, des très mauvaises notes en matière littéraire. Et donc, je fais le deuil de cet aspect littéraire. Et je vis avec cette croyance que je suis bête. Et j'ai plein d'événements dans ma vie qui viennent conforter cette croyance que je suis bête. Quand j'ai le bac et que j'arrive pas à trouver d'école et que je fais plein de petits boulots. Quand je reprends les études, que je me bats, mais que mon tuteur d'école d'ingé me dit: Monsieur Bocquet, à mes yeux, vous ne serez jamais ingénieur. Alors que je me bats, que j'ai des bonnes notes à l'école, que je fais tout mon possible. Mais lui, il m'avait pris, je sais pas, pour mille et une raisons, il estimait que j'étais pas bon et que pour lui, je ne devrais jamais être ingénieur. Pourtant, juste après, j'ai eu un poste d'ingénieur, j'ai travaillé pendant 8 ans dans le domaine de l'énergie et ça s'est bien passé. Mais il y a plein d'événements qui m'ont fait croire que j'étais bête. Jusqu'à ce moment où je découvre les méthodes d'apprentissage et je me dis: en vrai, Mohamed, t'es pas bête, c'est juste que t'avais pas les bonnes méthodes. Et là, ça a changé complètement la perception que j'avais de moi-même. Parce qu'avant, je remettais la faute sur moi, je remettais la faute sur ma personne et en me disant que c'était la vie, c'était comme ça. Mohamed, t'es bête, tu peux rien y faire. Il y a des gens qui sont beaux, il y en a qui sont moches. Après, c'est une perception des gens. Mais dans ma tête, c'était: Mohamed, t'es bête, c'est de ta faute. Tranquille. Et au fond, c'est ça le sens de ton livre et de ton t-shirt illimité. Moi, au début, j'étais un peu gêné, je dois dire illimité, parce que, bon, un être humain, il n'est pas illimité. Non, bien sûr. Mais en fait, j'ai compris, c'est ça, on est illimité, c'est-à-dire il faut sortir des limites dans lesquelles on est enfermé, souvent comme malgré soi, par un ensemble de croyances. Et ton livre, c'est montrer toutes ces croyances, tous ces biais cognitifs. Alors, en plus, tu as fait vraiment beaucoup de recherches pour établir tous ces biais qui font qu'on se croit beaucoup plus limité qu'on ne l'est. Effectivement. Il y a une croyance qui s'appelle l'impuissance apprise. Et j'étais typiquement dans ça. On va peut-être les décrire. Qu'est-ce que c'est l'impuissance apprise ? La puissance apprise, c'est quoi ? C'est l'anecdote. En fait, c'est une expérience qui a été faite sur un chien. Alors, je suis contre cette expérience, mais... Seligman regrette aussi. Hein. Voilà, il l'a fait, c'était une autre époque, c'était les années 60. Il y a un certain aveuglement. Aujourd'hui, on n'oserait plus faire cette expérience, mais elle est majeure. Elle est majeure. Et donc, dans cette expérience-là, qui a été faite par Seligman, il met un chien dans une cage électrifiée. Il met à plusieurs moments des coups de jus et le chien essaye de s'enfuir. Il n'arrive pas à s'enfuir et à un moment, le chien se résigne et s'assoit et attend uniquement que la sentence passe. Donc, à chaque fois qu'il y a le coup de jus, il s'assoit, il attend. Il prend une deuxième cage où il met une zone électrifiée, une zone non électrifiée. Il prend un nouveau chien. Il le met dans la zone électrifiée. Il envoie les coups de jus. Le chien essaie de s'enfuir. Et ouf, il se met dans la zone qui n'est pas électrifiée. Donc, il se met en sécurité et il reste là-bas.
Il prend le premier chien qui avait fait l'expérience dans la première cage, il le met dans la deuxième cage qui est électrifiée pour moitié, il le met dans la zone électrifiée, il envoie un coup de jus. Que fait le chien? Il s'assoit. Et il attend que la sentence passe. Et à ce moment-là, on comprend quoi? On comprend que le chien avait ancré la cage comme un endroit où, quoi qu'il fasse, il ne pourrait pas s'en sortir, que où qu'il aille, il ne pourrait pas s'en sortir. Donc, de fait, il n'a même pas essayé de sortir, alors que la cage a changé. Au début, la cage a été complètement électrifiée. La deuxième, elle est électrifiée pour moitié. Donc, il aurait pu sortir, il aurait pu s'en sortir et se mettre juste à côté, mais il ne l'a pas fait. Et c'est ce qui se passe avec l'être humain. Moi, j'estime que moi, pendant 30 ans, et beaucoup de gens aujourd'hui, vivent dans cette même cage. La vérité du Mohamed de 8 ans, la vérité du Mohamed de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, n'est pas la vérité du Mohamed de 35 ans. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui vivent avec cette croyance que la personne qu'ils sont aujourd'hui, c'est la personne qu'ils étaient il y a 10 ans. Exemple, il y a 10 ans, j'avais du mal à parler en public. Pour moi, c'était incapable de parler devant 2 personnes. Mais vraiment incapable. J'ai fait l'Olympia il y a 10 jours devant 2000 personnes. 2 personnes. J'ai ces moments, des fois, je suis assis et je me rappelle de ces moments, moi, cadre, qui travaille dans un grand groupe. On me dit, Mohamed, tu vas te parler devant 3 personnes. Ton directeur, le directeur adjoint, j'en dors pas de la nuit. Je vais aux toilettes 15 fois avant la présentation parce que je suis tellement stressé. Soutenance de fin d'études, je dois aller vomir avant la soutenance. Et aujourd'hui, je parle devant 2000 personnes. Parce que j'ai accepté de me dire, Mohamed, avec le travail, la vérité que tu avais du Mohamed de 23 ans étudiant avec toutes ses croyances, c'est pas le Mohamed d'aujourd'hui. Bien sûr, entre-temps, il y a eu du travail, il y a eu, il y a eu plein de choses. Parce que j'ai compris que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Et quand tu comprends ça, ça change complètement ta manière de fonctionner. Parce que tu dis, effectivement, je peux partir de n'importe quel niveau. Moi, je pars de là, toi, tu pars de là. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je sais qu'avec le travail, avec la persévérance, avec les bonnes méthodes, je vais progresser. Peut-être que ça me prendra 1 an de plus que toi, peut-être 2 ans, mais c'est la course contre qui? La course contre moi-même. Moi, je ne fais pas la course contre Pierre, contre Jacques ou contre Mélanie ou un tel. Moi, je fais la course contre moi-même. J'avance à mon pas, un pas après l'autre, et j'arriverai à mon objectif. Et quand tu comprends ça, tu prends tes cages mentales et tu les casses. Tu dis non, cette cage, je ne veux plus vivre dedans. Et malheureusement, il y a énormément de personnes qui vivent encore dans ces cages. Et quand tu découvres les méthodes d'apprentissage, moi, c'est ça. Beaucoup de gens viennent me voir pour me dire, Mohamed, en découvrant tes méthodes d'apprentissage, je suis sorti d'un paradigme, d'une croyance, d'une cage dans laquelle je vivais, en me disant, c'est impossible. Exemple, il y a une personne qui me dit, à 40 ans, je reprends les études. Je fais un DEA pour avoir mon équivalence. Aujourd'hui, elle est en doctorat. En 7 ans, elle est passée de j'ai 40 ans, j'ai pas de diplôme, à aujourd'hui, je suis en 2e année de doctorat. Moi, je reprends mes études. Je me suis inscrit en doctorat de sciences de l'éducation il y a 2 mois. J'ai 35 ans, je suis chef d'entreprise, je gère des équipes, je suis papa. Et je me suis dit, oui, j'ai 35 ans. J'ai arrêté l'école à 22 ans. L'école, pour moi, c'était un traumatisme. Et ben maintenant, je vais y retourner, mais avec mes propres méthodes. Et donc, je reprends un doctorat. Aujourd'hui, je suis en train de faire des recherches sur ce sujet-là. J'ai 35 ans. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre et pour se montrer à soi-même qu'on peut le faire. Là, il y a un autre point qui est absolument central de ce que tu dis. Donc, c'est se libérer de ces croyances limitantes. C'est ça, je suis limité. De voir toutes ces cages, Mais pour y arriver, il faut changer de perspective. C'est-à-dire que pour l'instant, les gens pensent que pour y arriver, il faut vouloir davantage, il faut se motiver, il faut se torturer encore un peu plus, et que plus, si on se pousse assez, on va y arriver. Et toi, tu dis, alors là, pas du tout. C'est pas du tout la bonne approche. La bonne approche, c'est comprendre comment on apprend. Je fais une parenthèse, il se trouve que moi aussi, j'étais mauvais élève, que je me suis retrouvé quand j'étais jeune étudiant à découvrir comment on apprend. Et pendant 10 ans, c'était mon métier. J'aidais les élèves en grande difficulté scolaire à apprendre, en montrant aussi que chaque fois que j'allais voir des élèves qui étaient en échec, les parents me disaient « ils ne travaillent pas assez, motivez-le ». Et je me rendais compte, c'est juste qu'il ne sait pas apprendre. Qu'on lui a absolument jamais appris à apprendre. Il ne sait pas apprendre un cours, il ne sait pas comment on fait. Et donc, plus on lui dit « tu travailles plus », plus on l'enfonce dans son problème sans l'éclairer. Les premières choses qu'il faut, c'est des mini-victoires. Et ça, on l'oublie très souvent. Ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, travailler plus pour gagner plus, si je travaille de 8h à minuit, c'est sûr que je vais réussir. Non, c'est faux. C'est pas celui qui travaille le plus qui réussit le mieux. C'est celui qui travaille le mieux, le bien. C'est-à-dire que tu peux travailler que 3 heures par jour, mais si tu les travailles efficacement, si tu travailles de manière efficiente,
La différence entre l'efficacité et l'efficience, l'efficacité, c'est l'atteinte d'un objectif. L'efficience, c'est l'atteinte d'un objectif avec le moins de ressources possible. Moins de ressources, c'est le moins de temps, le moins d'énergie. Et l'efficience passe par quoi? Par là, pour moi, la méthodologie. Exemple, et je reviens sur les mini-victoires. Au début, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer, et si on est dans l'échec, on va se décourager rapidement. Alors que les premières choses qu'il faut avoir, c'est des micro-victoires. Exemple, mon fils, 7 ans, il rentre, il dit, j'ai une poésie à apprendre. Il arrive, typiquement, quand je demande à mes élèves et aux parents comment on fait pour apprendre, la seule chose, c'est je répète. Je répète, et à un moment, ça va rentrer. C'est faux. La première chose, c'est le décodage. Il faut que l'enfant il comprenne ce qu'il doit apprendre. Ensuite, une fois qu'il a compris ce qu'il doit apprendre, tu vas découper l'information. Moi, ce que j'ai utilisé avec lui, c'est le palais de la mémoire. Donc, je lui ai fait apprendre à différents lieux de sa chambre. J'ai pris un lieu, on a appris... Peut-être on peut décrire un des grands, on ne va pas donner tous Oui. les extraordinaires clés, parce que comme Il y ça en te a plein. passionne, tu as travaillé vraiment comme un fou, mais une des manières d'apprendre, c'est le palais de la mémoire. Qu'est-ce que c'est le palais Alors, de la le mémoire? palais de la mémoire, c'est utiliser un lieu un lieu imaginaire ou un lieu physique comme sa chambre, son salon et autres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les informations dans ce lieu. C'est-à-dire que je vais prendre 10 lieux, par exemple ici ce bureau, je vais prendre 10 lieux. Et à chaque lieu, je vais venir poser une information que je vais apprendre. Par exemple, la table, cette Le bibliothèque. livre et autres. Et quand je vais poser une information, je vais utiliser les clés de la mémoire qui sont l'imagination, l'association et l'histoire. Et je vais utiliser, vu que je pose ça, je vais utiliser une dernière clé qui est la spatialisation. On a dans notre cerveau ce qu'on appelle l'hippocampe. L'hippocampe, c'est un peu notre GPS interne. Et effectivement, si on veut se rappeler d'un souvenir, souvent ce souvenir, il est associé à un lieu. Parce que les lieux sont ancrés dans notre cerveau. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que l'information, au lieu juste de la retenir de manière abstraite dans mon cerveau, je l'ai associée à un lieu. Et donc, mon cerveau, quand il va la chercher, il va prendre le lieu et avec ce lieu-là, il va créer un ancrage pour retrouver l'information qu'il voulait retenir. Et donc, là, je l'explique, c'est peut-être un peu abstrait comme ça. C'est très simple à utiliser. Et avec des enfants, on le fait pour revenir à ce micro-succès que je voulais aborder. C'est que mon fils, je lui utilise le palais de la mémoire, il apprend sa poésie. Tu sais ce qu'il me dit juste après? Papa, est-ce qu'on peut apprendre les autres poésies? Pour lui, c'était un jeu, il s'est amusé. Il a passé une demi-heure avec son papa à rire, à rigoler, à apprendre quelque chose qui pensait être compliqué pour lui parce qu'au début, il y allait à reculer en disant non, mais papa, j'ai pas envie, j'ai envie d'aller jouer. Il a réussi, donc il a eu cette micro-victoire et il était prêt à repartir. Pourquoi je dis ça? Quand on est adulte, c'est la même chose. On a des choses qu'on a envie de faire au travail, au quotidien, ne serait-ce que lire un livre. Exemple, j'ai envie de lire ce livre. Au lieu de me dire que je vais lire les 200 pages du livre, d'abord, le micro-victoire, c'est se dire, OK, je mets mon chrono, je lis 10 minutes. 10 minutes, 10 pages. Je finis ces 10 pages, j'ai mon premier micro-succès. Ce micro-succès, c'est, ça fait 30 ans que je n'ai pas lu, 20 ans, il y a des gens qui viennent me voir, me dire, Mohamed, ton livre, c'est le premier livre que je lis depuis l'école. J'ai 35 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. C'est le premier livre que je lis depuis le bac de français. Et tu m'as réconcilié avec la lecture. Mais ça passe pas par je vais passer tout mon samedi ou tout mon dimanche à lire. Non, je lis 10 pages, j'attends, le lendemain je relis 10 pages, je crée des micro-victoires. Et le fait de créer ces micro-victoires, ton cerveau ancre ça comme quelque chose de plaisant et ensuite il y retourne. Parce que l'enseignement et la réussite passent par le plaisir. Si c'est une souffrance, si tu ancres ça avec une souffrance, tu le feras pas. Et tu vas arrêter. Et c'est important de mettre ça en tête. Alors, quels sont les principaux outils ou méthodes qui vraiment permettent d'avancer, de changer Alors, c'est quoi par où on entre dans cette sorte de révolution de l'apprentissage? la première chose pour moi, pour rentrer dans l'évolution de l'apprentissage, c'est apprendre à se connaître. Mais apprendre à connaître quoi? Apprendre à connaître ses intelligences. Tu disais tout à l'heure qu'à l'école, tu avais des difficultés. Ah, c'était horrible. C'était horrible. Si jamais je t'avais eu comme prof, alors là, J'aurais aimé. j'aurais adoré que étudier avec toi, ça m'aurait changé la vie. C'est vrai que beaucoup de gens me disent, mais pourquoi c'est pas enseigné dans les écoles? Moi, je comprenais rien à l'école. Je comprenais pas comment il fallait apprendre. Mais ça, Les poésies, il fallait voilà, c'est exactement ça. on nous Je a me jamais appris à répétais apprendre. les langues étrangères, mais je comprenais absolument pas. Mais parce qu'on nous a jamais Pour moi, il faudrait mettre en place à l'école des cours de méthodologie. C'est Et ces clair. cours de méthodologie, c'est des cours de apprendre à apprendre. Il faudrait que toutes les semaines, surtout dans les premières années, au collège, au lycée, même dès la primaire, avec les enseignants qui expliquent ça, des cours de apprendre à apprendre. La base. De zéro à la fin de notre vie, on passe toute notre vie à apprendre. Un enfant apprend grâce à quoi? À la modélisation.
Un enfant, il modélise ses parents, son entourage. C'est comme ça qu'il apprend jusqu'à ses 3 ans. Ensuite, il va à Ça veut l'école. dire quoi? Modéliser, c'est qu'il va regarder autour de lui, il va reproduire. C'est pour ça qu'un enfant, si tu prends une cuillère, il te voit mettre la main dans la cuillère de cette manière, il va essayer de faire comme toi. Et lui, il va être dans l'essai, erreur, réajustement. Il va prendre la cuillère, on va dire, il va prendre la tasse. Au début, il va la mettre là. Essai, erreur, réajustement. Après, il va la monter. Après, la monter. Ce qu'il fait, c'est que avant de réussir à faire quelque chose, un enfant, il reproduit un acte des centaines et des centaines de fois. Comme ça, un enfant, c'est mignon. Oh, t'as vu, il a mis sa cuillère. Ah, il en a mis partout sur son visage. Oh, c'est mignon. Parce que c'est un enfant. Mais le problème, c'est que dès qu'on est adulte, on n'accepte plus ça. On n'accepte pas dans la cuillère, mais on n'accepte plus cet essai, erreur, réajustement. Ce qui était mignon pour un enfant jusqu'à ses 6 ans, parce qu'il a appris à manger, à marcher, à écrire, toutes ces choses-là, quand on est adulte, on a l'impression qu'on n'a plus le droit de le faire dans un nouveau domaine. Dès que j'apprends quelque chose de nouveau, moi aussi j'ai le droit d'échouer, d'essayer, de me tromper, de recommencer, d'essayer, de me tromper, de recommencer, et d'ancrer ça dans mon habitude, parce que c'est quelque chose de nouveau. Et comme c'est quelque chose de nouveau, mon corps, il en a besoin. Mais quand je modélise, ça veut dire quoi? Je vais prendre quelqu'un qui a déjà fait ce que j'ai envie de faire, et je vais regarder comment il a fait. Et ensuite, je vais faire comme lui. Un enfant, ce qu'il fait, c'est regarde ses parents. On le voit bien dans le vocabulaire. Un enfant qui a des parents moi, je sais que depuis quand mes enfants étaient petits, j'ai jamais voulu utiliser un autre vocabulaire que le vrai vocabulaire. Donc, tous les mots rajoutés qu'on invente pour les enfants, j'ai jamais voulu faire ça. J'ai voulu directement. Et mon fils, il a ancré ce vocabulaire dans son quotidien. Parce qu'il fait comme papa. On voit des enfants dire des insultes. Mais ces enfants qui disent des insultes, ils les ont appris où? Ils les ont appris à la maison. Parce qu'il y a des parents qui disent des insultes. Je vois des parents qui viennent me voir et qui me disent: Mohamed, j'aimerais que mon fils lise plus. Je leur dis: ok, c'est bien, c'est une bonne initiative. Qu'est-ce que vous faites à la maison? Ben, je lui donne des livres à lire. Mais vous faites quoi? Ben, moi, je lis pas. Je dis: comment ça? Ah, donc vous pensez que vous allez vous mettre derrière un écran à regarder Netflix ou être sur votre téléphone et vous pensez que votre enfant, lui, il va se mettre à lire? Non. Si vous voulez que votre enfant lise, vous devez lire d'abord. On le voit. Si moi, quand je sors des livres, mes enfants, ils sortent des livres. Si je suis sur mon téléphone, mon fils, il va se mettre à côté de moi, il va vouloir regarder mon téléphone. Parce que les enfants font comme les parents. Ils modélisent ce qui se passe. Donc ça, c'est une première intelligence que nous n'avons pas perdue et qu'il nous faut accepter, nous aussi. Exactement. Ça, c'est la première chose. Donc, modéliser. La deuxième chose, on parlait de toi et tes difficultés, et qu'après, aujourd'hui, tu es directeur de collection, tu fais des choses incroyables avec les livres, tu adores écrire, parce que c'est sûr que tu as une intelligence verbo-linguistique qui est très développée. Et ce qui se passe, c'est qu'il existe 9 types d'intelligence. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas leur intelligence. Ils pensent que les intelligences, c'est je suis bon en maths, je suis scientifique, je suis carré, je suis structuré, ou je suis bon en langue, je sais bien écrire, je sais bien parler. C'est les deux éléments de réussite. Dans le système dans lequel on est, c'est les deux éléments de réussite. À l'école, c'est mis en place dès notre temps d'enfance parce que même les diplômes qu'on a, c'est des diplômes soit scientifiques, soit littéraires ou des choses comme ça. Au travail, c'est la même chose. Si tu sais bien te parler, tu es mis en avant. Si tu es scientifique, tu es mis en avant. Et tout le reste est mis à la poubelle. Alors qu'il existe 9 types d'intelligence. Donc la deuxième chose qu'il faut faire, et je le développe dans le livre Connaissance illimitée, c'est d'abord apprendre à se connaître et apprendre à connaître ses intelligences. Qui je suis, comment je fonctionne. J'ai 9 types d'intelligence: verbo-linguistique, logico-mathématique, visio-spatiale, kinesthésique, naturaliste, intrapersonnel, interpersonnel, existentiel, musico-rythmique. Donc je vais prendre ces 9 intelligences, je vais apprendre à les comprendre et voir quelles sont les miennes. Et en fonction de ça, je vais les utiliser comme une force. Je vais te donner un exemple. Tu parlais de l'anglais, des langues tout à l'heure. J'ai une maman qui vient me voir et qui me dit: ma fille a la difficulté, elle a 12 ans, elle est nulle en anglais. Et peut-être que la maman, elle n'était pas très forte en anglais, donc elle se dit qu'il faut que ma fille, à 12 ans, elle soit déjà bilingue. Non, mais elle a que 12 ans déjà. Et elle me dit: elle a des difficultés. Donc je demande à la fille, je parle avec elle et je dis: comment toi, tu apprends l'anglais? Donc j'essaye de comprendre, je discute avec elle. Elle me dit: bah, je répète les mots, je répète, mais ça ne rentre pas. Et en parlant avec elle pendant un quart d'heure, 20 minutes, j'apprends à découvrir la fille. Et je découvre quoi? Je découvre que la fille, dans ses qualités et dans les choses qu'elle aime bien faire, elle adore dessiner. C'est une personne qui est très manuelle, qui aime bien dessiner, les dessins, les images, elle retient avec ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette personne, elle adore également écouter de la musique. Ou elle a fait du solfège, la musique, le rythme, c'est quelque chose qu'elle adore. Et la troisième chose, c'est qu'elle adore jouer avec ses copines et partager. C'est une pipelette. Dès qu'elle apprend quelque chose, elle veut le partager. En faisant ça, je me rends compte qu'en vrai, elle a 3 axes qui sont ces 3 intelligences prédominantes, qui sont d'abord l'intelligence visio-spatiale, l'intelligence musico-rythmique et l'intelligence interpersonnelle. Donc moi, ce que je fais, je lui donne des clés en lui disant: bah, pour apprendre l'anglais, tu vas utiliser ces 3 intelligences. C'est-à-dire que maintenant,
qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu vas apprendre l'anglais, tu vas mettre du rythme dans le vocabulaire que tu apprends. Tu vas soit apprendre en écoutant des musiques en anglais, soit mettre du rythme comme quand on apprenait les maths en enfant, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, des choses comme ça, mettre du rythme et retenir grâce au rythme. Je lui dis, bah maintenant, tu vas utiliser la carte mentale, le dessin, pour retenir. Donc, dès que tu as un mot, tu le dessines, tu mets des couleurs, tu mets l'information sur une carte avec des endroits différents parce que ça va spatialiser l'information, ton cerveau il va le retenir. Et la troisième chose, c'est que tu vas partager ça à ton entourage. Dès que tu apprends un mot, tu ne l'apprends plus pour toi. Tu l'apprends pour en parler avec tes copines. Le soir à table, tu dis à maman, ouais, j'ai appris tel mot, tel mot, tel mot. Et tu les mets en place. Je vous réduis ça en 30 secondes, c'est beaucoup plus long. Mais du par cœur de j'apprends l'anglais à répéter, elle est passée à un plan d'action avec 3 choses différentes qui correspondent à sa personne. Et c'est comme ça que il y a des gens qui, pendant toute leur scolarité, ils sont crus bêtes, ils ont gardé ça, et que à 20 ans, à 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, peut-être que toi, ça a été peut-être plus tard, ils ont trouvé une passion, ils ont trouvé quelque chose sur lequel ils adoraient, et ils excellent. Ils excellent parce que ça fait partie de leur intelligence, de leur mode de fonctionnement. Mais malheureusement, il y en a qui réussissent à passer au-delà de tout ça et à exceller assez tardivement, et il y en a qui restent dans ce cadrage qu'on leur a mis à l'école, du tu es nul, t'es pas fait pour toi l'école, tu vas finir dans un métier que t'aimes pas, juste un métier alimentaire. Parce que pour moi, tous les métiers sont bien. À partir du moment où tu aimes ce que tu fais. Il n'y a pas de sous-métier. J'estime qu'il n'y a pas de sous-métier. Mais à partir du moment où tu le fais et que tu aimes ce que tu fais. Quand tu vas tous les matins en reculant et que tu fais qu'un métier alimentaire, là, tu dois te poser des questions. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc modéliser, apprendre à se connaître. Alors, je pourrais parler des heures comme ça. Tu me dis, vas-y. tu me dis aussi... Donc modéliser, apprendre à se connaître. Ensuite, utiliser les outils. Quand on parle d'utiliser les outils, c'est quoi? Il y a plusieurs outils. Moi, j'en aborde énormément dans le livre, mais on va parler de 3 outils majeurs qui sont 1, l'acquisition de connaissances grâce à la lecture. 2, la structuration des idées de ce que tu as acquis grâce à la carte mentale. 3, retenir ce que tu as appris, ce que tu as structuré grâce aux méthodes de mémorisation. C'est pour ça que j'enseigne les 3. 1, tu vas acquérir du savoir. Comment? Grâce à la lecture. Là, tu vas utiliser les méthodes de lecture rapide. La lecture rapide, c'est des méthodes qui permettent de lire beaucoup plus rapidement. Alors là, il faut que je dise, parce qu'au début, moi, j'étais un peu dubitatif sur la lecture rapide. Donc, peut-être il faudrait dire aux gens qui ne connaissent pas, si je peux me permettre, c'est pas... L'objectif, d'abord, c'est pas de forcément vouloir lire plus vite, parce qu'on a l'impression... mais c'est apprendre à lire en étant plus attentif. Exactement. C'est vraiment un apprentissage de l'attention de la lecture. Parce qu'en fait, les gens, le problème, c'est que les gens lisent, mais oublient ce qu'ils lisent. Donc, c'est plutôt parce que tout le monde n'a pas forcément envie de lire plus vite. Bien sûr. Mais c'est lire mieux. Voilà. Donc, faut vraiment préciser, parce qu'il faut que que j'explique aux gens que j'ai fait un atelier avec toi. Donc, je n'ai pas seulement lu le livre, mais j'ai fait l'atelier avec toi. Parce que moi, au début, j'étais... Voilà, comme mon dialogue, moi, ce que m'a appris, moi, mon prof de philosophie, c'est la lecture lente. Donc moi, j'adorais souvent dire aux gens, parce que j'avais beaucoup de conférences, je disais aux gens, les gens vous apprennent la lecture rapide, moi, je vais vous apprendre la lecture lente. Nous, on lisait mot à mot, et on étudiait un texte de Platon, et on faisait 10 pages en 1 an. Mais en fait, c'est pas forcément opposé, parce que l'objectif, c'est reprendre du plaisir dans la lecture, parce qu'on comprend ce qu'on lit, et donc on est content, et donc on a cette petite victoire. C'est ça, vraiment, la lecture rapide. Voilà. Alors, certains disent lecture rapide, d'autres appellent ça lecture efficace. Moi, la lecture rapide, c'est 3 choses. C'est d'abord ce qui se passe avant la lecture, pendant la lecture et après la lecture. Avant la lecture, il faut définir son objectif de lecture. Qu'est-ce que j'ai envie de retenir? Ensuite, c'est très, très important. Moi, quand j'aidais les élèves, je leur disais, vous n'avez pas le droit de lire le cours que vous devez apprendre avant de vous être posé au moins quelques questions. Sinon, vous allez lire, à la fin, vous aurez tout oublié, et c'est exactement la même chose. Les gens qui lisent sans se poser de questions avant, effectivement, ils ont oublié. Il faut avoir des objectifs de lecture. Un peu comme une personne qui va à la recherche d'un trésor. Pour moi, la lecture, quand tu ouvres le livre, tu viens et tu dis quel trésor je viens rechercher dans ce livre. Mais avant de dire quel trésor j'y vais, tu dois avoir des pistes. Tu vas pas y aller et tu dis ce qui me tombera du ciel, c'est cool. Non, je vais faire mes recherches pour savoir qu'est-ce que je suis venu chercher. Donc ça, c'est le avant. Par exemple, tu peux donner un exemple, on prend ton livre. Quelles sont les questions que je peux me poser pour... voilà, il y a ton livre, je l'ai, j'ai envie de le lire. Quelles questions je peux me poser? Déjà, ce que je vais faire, c'est que si moi je prends mon livre, je ne le connais pas, je ne vais pas me poser de questions, je vais lire
la couverture, la quatrième de couverture, à minima le sommaire. Donc ça, après, je peux lire peut-être l'intro, la conclusion, mais à minima le sommaire. En faisant ça, et juste là, regardez, je vais juste lire connaissance illimitée, découvrir ses intelligences, déjouer l'autosabotage, pratiquer la lecture rapide et mémoriser l'impossible en s'amusant. Hacker votre cerveau. Pour moi, là, il y a 5 questions, il y a plusieurs questions. Ça veut dire quoi, découvrir ses intelligences? Ça veut dire qu'il y a plusieurs intelligences? Moi, on m'a toujours dit qu'il n'y avait que le quotient intellectuel. Donc, première question, qu'est-ce que les intelligences? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que moi aussi, je suis intelligent? Ça peut être ces questions-là. Et à partir de là, si je me pose ces questions-là, le livre va être beaucoup plus intéressant. Je vais plus être dans une position juste passive. Au moins là, comme je suis intéressé, je vais chercher une information. Ça va devenir aussi émotionnellement beaucoup plus vivant. Exactement. Moi, je fais souvent cet exercice en formation avec des personnes. Je leur dis, lisez la couverture, la quatrième, le sommaire, et faites votre liste de questions. Quand ils font leur liste de questions, je leur dis, alors, vous avez fait votre liste de questions? Oui, j'ai 10, 15, 20 questions, super. Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant? Tous, de manière unanime, oh, j'ai envie de lire le livre. J'ai envie d'aller répondre à mes questions. Là, tu es enthousiaste, tu as une joie intérieure, tu dis, je ne vais pas juste lire le livre, j'ai posé mes propres questions et je vais chercher les réponses à mes propres questions. Mais les questions, c'est quoi? C'est mes problèmes, en vrai. C'est ce que je me pose aujourd'hui. Parce que ce livre-là, on peut le lire 15 fois avec 15 listes de questions différentes. Parce que au début, tu vas le lire avec ta première liste de questions. Une fois que tu l'auras lu, tu vas le relire avec une deuxième liste de questions, une troisième liste de questions. Moi, j'adore lire plusieurs fois les livres, avec des moments différents. Je vais lire un livre, je vais attendre peut-être 6 mois, je vais relire le même livre, et je vais découvrir des nouvelles choses dans le livre. Des choses que je n'aurais pas vues la première fois. Parce qu'il y a tellement d'informations, et aussi, tu découvres ce que tu es en train de vivre. C'est-à-dire, quand tu lis un livre, en étant célibataire, qui parle de la parentalité, tu lis un livre sur la parentalité, en étant papa, en n'ayant pas d'enfant, tu ne vas pas le lire de la même manière. Parce que dans un cas, quand tu lis en étant avec des problèmes que tu vis aujourd'hui avec ton enfant, et peut-être que tu vas le relire dans 3 ans, parce que ton enfant, il aura grandi, il aura d'autres problèmes, et là, quand tu vas relire le même livre, tu vas voir d'autres choses que tu n'as pas vues la première fois. Donc ça, c'est une chose aussi, c'est une notion à avoir. Donc je reprends aussi, c'est très important, commencer par lire en détail la table des matières. Oui. La table des matières, il ne faut pas la lire à la fin juste pour se repérer, mais ça permet de comprendre la structure, ça permet de comprendre la logique du livre, donc à la fois se poser des questions, à la fois voilà, c'est comme quelqu'un qui dit bonjour, voilà qui je suis, qui se présente. Avant de lire un livre, c'est bien de faire connaissance, et c'est sa table de matière qui permet de faire connaissance. C'est le menu, tu vois, tu as le menu, et après tu vas chercher, en disant aujourd'hui je vais manger ça, parce que tu vas peut-être pas tout manger, mais aujourd'hui tu choisis ce que tu veux manger grâce à tes questions. Une fois que tu t'es posé tes questions, tu vas lire. Effectivement, tu l'as testé hier, on a fait un petit test dans notre atelier, et tu as augmenté, tu avais lu 1 minute, après tu as relu 1 minute, et avec juste une méthode, tu as augmenté, tu es passé de 45 à 65 lignes lues en 1 minute, ce qui est incroyable. Tu as bonne mémoire. C'était quelque chose comme ça. C'est ça, exactement. Ouais, c'était quelque chose comme ça. Donc, tu as pris 20 lignes en 1 minute, donc tu as fait carrément, tu as fait plus 50% à peu près en une minute, avec une seule méthode, avec 0 entraînement. Souvent, quand je parle de lecture rapide, les gens voient ce qui est complètement faux, et parce que c'est la puissance d'Internet et tout ce qu'il y a. On voit des gens sur Internet prendre des livres et tourner comme ça. Ou des gens faire comme ça, super vite. Et les gens se disent, c'est ça la lecture rapide. C'est je prends et je tourne juste des pages. Ou je prends et je vais à toute vitesse. Et c'est ça la lecture rapide. Pour moi, c'est pas ça la lecture rapide. Pour moi, ça, c'est juste une méthode qui permet de balayer un livre qui s'appelle l'écrémage. Tu balayes le livre, tu découvres quelques informations et après, tu dois lire le livre. Donc, c'est 2 notions. Et les gens, comme ils ont cette image, pensent que c'est ça. Non. Moi, ce que je préconise, c'est que tu dois te mettre dans un cadre. Tu vas poser le livre, tu vas donc poser des questions. Ensuite, tu as des méthodes. Je ne vais pas toutes les découvrir parce qu'elles sont dans le livre. Les gens vont les découvrir. Ces méthodes-là nous permettent de lire plus vite. Une fois que tu as lu plus vite, pendant que tu lis, tu dois prendre des notes. Parce que moi, j'ai envie de détruire un mythe. Le mythe, c'est quoi? C'est que les gens pensent que quand on lit un livre, du premier mot jusqu'au dernier mot, à la fin du livre, doit retenir tout par cœur. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'à l'école, lorsqu'on lisait un livre, on le lisait pourquoi? Pour être évalué. Et comme on avait peur d'avoir une mauvaise note, on pensait qu'on devait tout retenir. Et depuis notre temps d'enfance, depuis la scolarité, on pense qu'un livre doit être lu de la première page jusqu'à la dernière page, c'est pour qui est pour moi faux. Il doit être lu entièrement, ce qui est complètement faux, et on doit retenir chaque mot. Il n'existe pas une personne sur Terre
qui lit un livre, à part ceux qui ont un super cerveau, qui lisent une page et qui retiennent mot à mot chaque ligne, ça n'existe pas. Ce qu'on doit retenir, c'est les informations importantes, c'est les informations clés, c'est l'idée derrière les pages, c'est ce que l'auteur veut nous partager, c'est l'émotion du personnage principal, c'est ces choses-là qu'on veut retenir. Quand tu regardes un film, tu ne vas pas, à la fin du film, dire, exemple, à la fin du film, Fabrice, il avait une veste jaune. Bon, c'est facile, tu as toujours des vestes jaunes, mais il avait une veste bleue à la 40e minute. Là, il avait des chaussures grises. Là, non, tu ne te rappelles pas de ça du film. C'est pas ça qu'on demande de te retenir d'un film. Mais les gens ont cette image de la lecture. Ils pensent qu'on doit tout retenir. Donc, pourquoi je parlais de ça? C'est que moi, le but de lire un livre, c'est d'en retenir des informations clés, d'en retenir nourri, de ressortir avec des informations. Et ça passe par quoi? Par la prise de notes. Parce que quand je lis, je dois répondre à mes questions. Parce que je suis actif. Je ne fais pas de la lecture passive, moi. Je fais une lecture active. Cette lecture, c'est je veux retenir, ressortir. Et c'est ces réponses à ces questions qui sont le résumé de mon livre. Et à la fin, je peux venir te parler pendant une demi-heure d'un livre grâce uniquement à mes questions et aux réponses que j'ai données. Et là, j'en ai retenu beaucoup plus qu'une personne qui aura pris 10 heures à lire son livre. Parce que moi, ce que je fais quand je lis, je fais des sessions de lecture de 25 minutes. Je lis 25 minutes, je prends une pause. Je lis 25 minutes, je prends une pause. Je ne lis jamais un livre d'une traite. Ça, c'est un autre conseil très important. C'était la première chose aussi que je faisais quand j'allais voir les élèves, c'est arrêter l'idée qu'il faut travailler sans s'arrêter, en poussant, parce que comme ça, on va sinon, si on relâche et qu'on fait une pause, ça veut dire qu'on n'est pas courageux. C'est l'inverse, il faut vraiment respecter nos rythmes. Exactement. Parce que sinon, on finit par ne plus être assez présent. Au fond, c'est vraiment, quand même beaucoup de techniques que tu apprends, c'est comment faire les choses avec présence. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des notions dans ce livre. Je parle de la concentration, du focus, de l'organisation du temps, de la gestion du temps pour la lecture. Et pas que pour la lecture, dans notre quotidien. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire pendant 25 minutes, prendre 5 minutes de pause. Bien sûr, dans ces 5 minutes de pause, ne surtout pas toucher son téléphone, ne surtout pas partir sur d'autres tâches. C'est juste, je déconnecte, je reprends ma lecture. Et ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, les gens font quoi? Ils vont lire 1 heure, vont poser le livre, vont revenir 1 semaine après. Ils vont relire 1 heure, mais comme ça fait 1 semaine, ils ne se rappellent plus de ce qu'ils ont lu. Donc, ça fait 1 an qu'ils sont sur le chapitre 1 du livre. Moi, des nombres de gens qui me disent ça fait 1 an que je suis dans le chapitre 1 du même livre. Parce que quand je reviens, je ne me rappelle plus de ce que j'ai lu, donc je relis le chapitre 1. Je repars. Et parce qu'ils n'ont pas pris de notes, ils n'ont pas posé leurs questions, ils n'étaient pas présents pendant leur lecture. Il y en a qui lisent avec leur téléphone à côté d'eux. Donc ils sont en train de lire, je sors mon téléphone, j'ai une notification, après je retourne. Ah bah ça fait 4 heures que je suis en train de lire. Non, c'est pas 4 heures que tu es en train de lire. Tu as lu réellement peut-être 40 minutes. Le reste du temps, tu étais soit sur ton téléphone, soit en train de penser à tes vacances, soit à penser à autre chose que ta lecture. Donc, quand tu es dans ta bulle, que tu as mis tes bruits blancs peut-être, que tu es en train de lire, que tu fais que ça, que tu prends tes notes, je t'assure que juste en 25 minutes, si tu as lu que 25 pages, c'est rien 25 pages, tu auras retenu énormément de choses. Et après, tu te refais une deuxième session, plus tard dans la journée, une troisième session. Et moi, pour moi, un livre comme ça, de 200 pages, en lecture rapide, c'est maximum 2 sessions de 25 minutes. 2 sessions de 25 minutes, tu as lu un livre de 200 pages. Et tu es reparti. Donc ça, c'est la première chose. Alors, on pourrait parler des heures. Hein. Je suis désolé. En plus, Au contraire, c'est pour ça qu'on est là, pour que tu donnes vraiment cet éclairage et que tu partages avec nous cette passion qui t'habite. On le voit, je pense que je parle avec passion. La deuxième chose, c'est la carte mentale. C'est-à-dire que moi, quand je lis un livre, par exemple, on le voit dans ce livre-là, je ne sais pas, c'est la caméra est là, ouais. Effectivement, on a ce qu'on appelle ici des cartes mentales. C'est une méthode de prise de notes qui associe des mots et des images. Et qui est en adéquation avec le fonctionnement naturel du cerveau. Et là, il y a 8 cartes, parce qu'il y a 8 chapitres dans ce livre. Donc, une carte par chapitre. Donc, on voit que 25 pages d'un livre, même, ou 30 pages, parce que chaque chapitre a à peu près 30 pages, est uniquement sur un A4. Et là, c'est le résumé total de ce chapitre. J'aurais pu faire une carte qui résume la totalité du livre également. Et donc, ce qui va se passer, c'est que moi, pendant que je suis en train de lire, je vais être à côté de moi et prendre mes notes sous forme de carte mentale. Ça peut être que mes grandes branches, là, ça peut être mes questions. Et juste à côté, je mets les réponses à mes questions. Une fois que j'ai fini, je peux reprendre la carte et la remettre au propre. Mettre des couleurs, mettre des dessins si je veux vraiment retenir. Exemple, c'est ce que des personnes... J'avais un salarié qui travaillait dans un domaine technique. Il me dit, aujourd'hui, j'ai 36 ans. Je dois passer un examen interne pour changer de classe. Il était en maîtrise, il devait passer cadre. Il me dit, voilà, j'ai tant de documents techniques à apprendre. Je lui dis, bah, ok,
lis et fais-toi des cartes mentales. Il a fait des cartes mentales de tous ses chapitres, il a appris ses cartes mentales, il a cartonné son examen. Parce que, Je l'ai fait hier, parce que voilà, pour t'interroger, je voulais vraiment faire l'expérience. Tu es très pédagogue à montrer comment utiliser la carte mentale. Les gens en parlent et ça fait un peu peur. Et en fait, tu montres à quel point c'est simple. c'est vraiment simple. C'est juste, au lieu d'être uniquement dans la mémoire abstraite, Oui. prendre appui sur la spatialisation, faire des tout petites images très simples, mais même si on ne sait pas dessiner, on peut très bien y arriver. Et d'un seul coup, c'est un peu miraculeux. On se rend compte qu'on se souvient beaucoup mieux Bien sûr. que comme sûr. on fait habituellement, en disant « faut que je me souvienne, faut que je me souvienne, faut que je me souvienne », et on oublie Exactement. encore plus. Bien sûr. Parce que, en vrai, ce que j'essaye de faire, c'est utiliser le fonctionnement naturel du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau a un mode d'emploi, il fonctionne d'une certaine manière. Je ne parle pas de neurosciences, je ne suis pas dans la partie neurosciences, même pas ça. Je parle juste dans la méthodologie de comment il apprend. Le cerveau apprend en arborescence. Il fait des liens, il fait des connexions. Quand il y a une image, il retiendra plus facilement que quand il n'y a pas d'image. Quand il y a des couleurs, il retiendra plus facilement. Quand il y a des émotions, il retiendra plus facilement. Quand il y a de l'humour, parce que l'humour, ça fait partie des émotions, toutes ces choses-là, le cerveau en a besoin. Et en mettant ça en place, ton cerveau retient en s'amusant. Et la carte mentale, pour moi, c'est un jeu. Moi, je ne savais pas dessiner. Quand j'ai commencé la carte mentale, la première chose qu'une personne m'a dit quand j'ai commencé la carte mentale, il m'a dit « Mohamed, il faut que tu fasses des lignes d'écriture ». J'ai dû réapprendre à écrire. Parce que ma ligne d'écriture n'était pas lisible. À réécrire, à apprendre en majuscule. Et j'écrivais des mots en majuscule doucement, soigneusement. Je prenais mon temps pour écrire. Ou avant, on nous apprenait à écrire à toute vitesse et retranscrire, parce qu'on faisait de la retranscription. Ouais. Tu prends, t'écoutes, tu écris. Là, je prends, je reformule, j'écris. Et donc, juste, je prends, j'écris et je reformule, j'ajoute juste, je reformule. Cette reformulation fait utiliser notre cerveau. Et pendant que je reformule, je suis déjà en train de mémoriser. Et ça qui est incroyable. Donc, je reformule, j'écris. En faisant ça, mon cerveau ancre. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait ma carte mentale, on va arriver aux méthodes de mémorisation. Je peux apprendre ma carte mentale entièrement. Je vais la lire plusieurs fois. Sans même essayer de l'apprendre, je l'aurais appris. Ensuite, parce que vu que c'est un livre que tu as déjà lu, que c'est tes questions, que tu as écrit, ben, au moment où tu es en train de lire, en train de l'apprendre, boum, c'est là. Je fais un exercice en formation. Je donne à des gens, quel que soit leur âge, hein, parce que ça marche pour les ados jusqu'à 99 ans. Je leur donne un document d'une page entière. Je leur laisse 20 minutes pour créer une carte mentale. Bien sûr, je leur explique comment fonctionne. On est au milieu de la journée de la formation, donc les gens ont déjà utilisé. Je leur donne ça. Je leur dis, utilisez les images, les dessins. Ensuite, je prends toujours 2 personnes au pif. Je leur dis de venir devant tout le monde. Pas forcément des personnes à l'aise à l'oral. Hein. Au pif, je prends 2 personnes. Ils viennent avec leur carte, donc ils disent, bon, je vais parler de l'élément que j'ai appris, mais grâce à la carte. Je leur dis, donnez-moi votre carte. Je leur prends la carte. Et là, je leur dis, vas-y, maintenant, vous avez 4 minutes pour nous parler du test que vous avez fait. Donc, à aucun moment, je leur ai dit qu'ils devaient l'apprendre. À aucun moment, je leur ai dit qu'ils allaient parler. Je leur ai dit, donnez-moi la carte. Et tous, de manière... J'en ai fait des formations, j'ai accompagné énormément de gens. Au début, tous le même schéma. Ah non, je ne sais pas ce que je vais dire, Petit coup de panique, à part quand les personnes qui sont à l'aise. Et donc, je dis, prenez votre temps, inspirez, expirez, revisualisez ce que vous avez écrit. Et juste, dites-moi, revoyez-vous dans votre carte et allez d'étape en étape, comme un chimpanzé qui va de branche en branche. Et là, d'un coup, ça débloque et il commence à parler. Et il parle. Alors, dans le texte, j'ai vu ça. Et donc, ils sont capables de parler 3, 4, 5 minutes sur un texte qu'ils avaient juste avant, juste en l'ayant écrit. Et tu fais la même expérience en leur disant, prenez le texte, lisez-le, lisez-le, résumez-le de manière naturelle comme on a appris à l'école et venez en parler. Impossible d'en parler autant de temps. Et impossible d'avoir un discours structuré. Parce que la prise de notes linéaire n'est pas structurée. Alors que la carte mentale est structurée. Ensuite, on va donc apprendre nos discours. Ouais. Structurer, voilà, c'est vraiment un des mots-clés. Structurer, c'est-à-dire trouver une structure à partir duquel on peut avoir un rapport vivant au contenu. Exactement. Et quand on fait juste un résumé, c'est-à-dire tout ce qu'on nous a appris à l'école, donc il y a 2 choses qu'on nous apprend à l'école, c'est le prof parle et nous on note. Bien sûr. À la fin, évidemment, on ne sait plus rien, on a tout noté, mais on ne sait rien parce qu'on n'a pas du tout intégré. Et puis la deuxième chose, on lit un texte et on doit faire un résumé. Et le résumé ne permet pas de se souvenir parce qu'on n'a jamais
travailler sur une structure. Et Exactement. l'objectif, un peu surprenant, c'est pas d'avoir la structure parfaite du texte, mais une structure qui nous est propre, Bien sûr. qui est notre propre chemin avec ces informations pour qu'on se sente à l'aise avec elles. C'est exactement ça. Merci Fabrice de bien préciser cette notion. On peut avoir 100 personnes avec le même texte, on aura 100 cartes différentes. Parce qu'une carte mentale, c'est ma perception de ce que j'ai lu. C'est moi qui écris ce qui est important pour moi. C'est moi qui va mettre le mot-clé. Peut-être que toi, le mot-clé que tu mettras, ce ne sera pas le même. Et ensuite, les cartes seront différentes. Et ensuite, c'est la structuration que j'ai envie de donner à mon discours. C'est vrai qu'à l'école, on est sur introduction, développement, thèse, antithèse, conclusion. Alors que non, c'est pas ça. Là, c'est la structure. Là, on parle d'un texte où là, les gens, en fonction de ce qu'ils ont lu, ils disent bah, moi, je vais les structurer de cette manière. Et après, ils vont être en capacité d'en parler. Et pour finir sur les outils, après, une fois que tu as fait ça, tu vas avoir les outils de mémorisation. Là, ce qui se passe, c'est que toute notre vie, on doit retenir des choses. Des numéros de téléphone, des adresses. Aujourd'hui, les gens ils sont mariés, ils ne connaissent pas le numéro de téléphone de leur femme, de leur enfant. Les enfants ne connaissent pas le numéro. La première chose que j'ai appris quand j'étais enfant, c'était le numéro de téléphone de la maison, les numéros de mes parents. Ils ne connaissent aucun numéro de téléphone. Tu perds ton téléphone, tu es incapable. Tu perds ton téléphone, tu es perdu, tu es incapable d'appeler un proche. Parce que tu sais même pas ton numéro. Des fois, il y en a qui ne connaissent pas leur propre numéro de téléphone. Et alors, je blâme personne, hein, c'est juste que c'est notre. En vrai, c'est le mode de fonctionnement. On a délégué notre cerveau à notre téléphone ou à une chose extérieure. Alors que notre cerveau, il est super puissant. Notre cerveau est super puissant et c'est des choses simples qu'il peut apprendre. Et parce que on ne le fait plus. On devient flemmard du cerveau. Le cerveau, il est off. Moins j'en fais, mieux je me porte. Alors que non, notre cerveau, c'est une Ferrari qu'on utilise comme une calèche. Et toute notre vie, et plus on avance, au début, c'était une Ferrari qu'on utilisait comme une Renault, et maintenant, on l'utilise comme une calèche. Et je ne sais pas comment on va l'utiliser demain. Parce qu'on ne veut plus utiliser notre cerveau. Alors que notre cerveau, il est capable d'apprendre des quantités astronomiques d'informations. Mais avec quoi? Avec de l'entraînement. Et avec de la méthodologie. Et c'est pour ça que quand j'ai fait l'Olympia, j'ai fait monter des enfants sur scène. Ils étaient 3. Léonie, elle a 11 ans. J'avais Ilyes qui en avait 14 et un plus grand Abdelrahman qui avait 16 ans. Et ils ont récité les 100 décimales de pi en moins de 30 secondes chacun. Les 100 décimales de pi qu'ils ont appris en moins de 24 heures. Parce que j'ai un accompagnement pour l'ado et je leur ai dit, je vais faire l'Olympia, je vous donne un défi, les premiers, vous êtes 1000, les premiers à m'envoyer une vidéo en ayant appris les 100 décimales de pi, je vous prends et vous venez avec moi à l'Olympia, vous récitez les 100 décimales de pi devant 2000 personnes. Le lendemain, j'avais les vidéos de 3 enfants qui étaient là et qui récitaient les 100 décimales de pi. Alors que tu parles à quelqu'un, apprends 100 décimales de pi, ils vont dire, mais jamais de la vie, il me faut 1 an pour apprendre 100 chiffres d'affilée. Après, oui, ils se sont entraînés pendant toute l'année pour que ce soit beaucoup plus fluide. Ils se sont entraînés pour passer de 2 minutes, parce qu'au début, ils le faisaient en 3 minutes. Ils sont passés à 30 secondes. Ça, c'est quoi? C'est uniquement l'entraînement. Mais ils les avaient appris. Et ça passe par des choses simples, qui sont l'imagination, l'association, l'histoire, la spatialisation, le palais de la mémoire, la révision espacée. C'est toutes ces stratégies-là qu'on devrait apprendre à nos enfants, qu'on devrait apprendre à nos collaborateurs, qu'on devrait apprendre nous-mêmes dans notre quotidien, qui nous sauverait notre vie et qui nous permettrait d'apprendre facilement. Après, je ne dis pas qu'il faut tout retenir. C'est 2 choses différentes. Parce que le cerveau, il y a quelques règles. 1, le cerveau efface. Que tu le veuilles ou non, ton cerveau efface. Et heureusement. Parce que s'il devait tout retenir, il y a des gens qui ont ce syndrome qui retiennent tout. Et ça les met mal. Ils sont hypermnésiques. Voilà. Ils retiennent tout. Et heureusement que le cerveau efface. Mais il faut choisir ce que ton cerveau efface. Ça veut dire quoi? Ton cerveau, de base, il va effacer. Donc, tu le sais. Que tu lui demandes ou pas, il va effacer. Et il va garder ce qui est pour lui important. Quand tu sais qu'il va garder ce qui est pour lui important, c'est à toi de lui dire qu'est-ce qui est important. Ça va passer par définir un objectif, ta méthode d'apprentissage, mettre des émotions. Toutes ces choses-là, si on prend les prénoms, hier on a appris des prénoms, moi j'ai encore le prénom de Clara. Parce que je la voyais avec Sarkozy. Douglas, parce que Michael Douglas. J'ai encore ces prénoms parce que hier, j'ai décidé de retenir ces prénoms. Caroline, parce qu'on a tous une Caroline. J'ai décidé hier de les retenir en utilisant quoi? L'imagination, l'association. Et on a rigolé. Tu veux expliquer, pour retenir les prénoms de quelqu'un,
Donc, on avait hier quelqu'un qui s'appelait Douglas. Oui. Et donc, si je me dis, il faut que je me souvienne de Douglas, ben, je ne vais pas y arriver. Effectivement. Donc, il faut que je trouve une association. Avec quoi je peux associer Douglas pour pouvoir le retenir? Exactement. Ce qui se passe, c'est que on a dans notre cerveau différents types de mémoire. Une des mémoires qui est la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est notre bibliothèque interne. Et donc là, on a dans notre bibliothèque interne ancré des quantités astronomiques d'informations. Depuis notre temps d'enfance, on a ancré des souvenirs, des informations qui sont là. Des mots, des choses. Et moi, quand je vais apprendre, souvent les gens repartent d'une feuille blanche. Grosse erreur. Je repars de quelque chose. Ah, je dois apprendre Douglas. Je vais dire Douglas, 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 Douglas. Je vais le répéter comme ça. Et ensuite, dans une semaine, je vais peut-être l'oublier ou pas. Moi, je fais quoi? Je me dis, attends, est-ce que je n'ai pas dans mon cerveau un Douglas que je connais? Donc, j'associe. Un Douglas que j'ai déjà vu. Ou quelque chose qui me fait penser à Douglas. Hier, certains ont dit Douglas comme Michael Douglas. D'autres qui ont dit Douglas. Donc là, ils vont décomposer le mot. D'où une douce glace. Donc, je vois une glace qui est douce. Tu choisis, tu associes. Ensuite, tu imagines. Tu vas mettre de l'imagination. L'imagination, c'est la créativité que tu vas mettre dans ton esprit. Donc là, tu vas jouer. Et là, tu vas imaginer. Moi, hier, j'ai imaginé que j'étais en train de manger une glace. Et que cette glace, c'était cette personne-là. Et donc, quand j'ai envie de retenir son prénom, je vois ça. J'ai l'exemple. Je suis parti, j'ai fait C'est à vous. Et il y avait Anne-Elisabeth Lemoine. Je me suis dit, ah ouais, il faut que je me retienne son prénom. Faut absolument que je retienne son prénom. Et je me dis, comment je vais le faire? Et donc, j'ai dit Anne-Elisabeth Lemoine. J'ai vu la reine Elisabeth avec un bonnet d'âne devant un moine. Et donc, l'image, c'est ça. Pour retenir cette personne, c'est ça mon image. Et oui, ça m'a fait rire. Moi, quand je l'ai fait, j'ai dit, ah oui, la reine Elisabeth, elle a un gros bonnet d'âne géant, où elle a fait une bêtise à l'école et on lui a mis le bonnet d'âne à l'école. Et là, elle était devant un moine très sévère. Et c'est cette image que je me suis fait. Et je peux me faire des milliers d'images comme ça. Mais là, ce que je fais, quand je le décompose, ces personnes vont me dire, ouais, mais moi, j'ai pas que ça à faire. Me décomposer, moi, je dois retenir rapidement. Stop. On a ce qu'on appelle investir dans la perte. Investir dans la perte, c'est quoi? C'est passer, effectivement, les premières fois vont prendre un peu plus de temps parce que c'est la première fois que tu le fais. Et une fois que tu as créé cet ancrage, cette habitude, ton cerveau va le faire automatiquement. Investir dans la perte, c'est prendre un peu de temps où on a l'impression qu'on est en train de perdre du temps, mais en vrai, on est en train d'en gagner. C'est ce moment où tu commences le lundi matin, avant d'allumer ton PC, c'est définir tes objectifs, dire qu'est-ce que tu vas faire. C'est ce moment où, quand tu arrives, il y a un problème, avant de foncer tête baissée, tu t'arrêtes, tu observes et tu dis, quel est le plan d'action? C'est investir du temps qu'on a l'impression d'en être en train de perdre, mais en vrai, qui va nous permettre de gagner du temps après. Et investir dans la perte, c'est investir dans les méthodes d'apprentissage, c'est investir dans la perte. C'est investir 1 heure de sa vie, 2 heures à lire un livre comme Connaissance illimitée, s'entraîner régulièrement à mettre ces méthodes dans son quotidien pour que après, quand dans notre vie de tous les jours, pendant les 30, 40, 50 années qui arrivent, je gagne des milliers d'heures. Parce que tout le temps, je prends un ado qui apprend ça au collège, toute sa vie, il va le mettre en place. Quand son collègue va passer 1 heure à apprendre sa présentation, lui, il en passera 10 minutes. Donc, il aura gagné 50 minutes. Mais oui, quand il était enfant, il a passé 1 semaine à apprendre ses méthodes et à les ancrer. Mais ça lui a permis de gagner du temps toute sa vie. Mais les gens, aujourd'hui, comme on vit dans un monde où on veut tout de suite maintenant, on a l'impression qu'à partir du moment où on doit faire un tout petit peu d'effort, c'est trop compliqué, on arrête. Et la vie est faite de... C'est comme ça, tu dois semer pour récolter les fruits. Et moi, j'ai accepté, et je vous le dis, hein, je ne suis pas un lecteur du tout. Je ne suis pas du tout un lecteur de base. Et quand j'ai découvert ces méthodes, les gens me disent, ouais, mais Mohamed, c'était facile pour toi. Je suis devenu vice-champion du monde de lecture rapide en 2021 et également en 2023. Quand j'ai commencé la lecture, j'étais à 120 mots par minute. 120 mots par minute, c'est-à-dire que je lisais comme un enfant de CM2 qui passe en 6e. Au championnat, j'ai lu à plus de 2000 mots par minute, mais en moyenne, je vais lire à peu près à 800, 900 mots par minute. Au quotidien, je vais lire à peu près à ça. Ça m'a demandé des semaines et des semaines d'entraînement juste pour passer de 120 à 250, après à 300, à 400, à 500. Et après, ça m'a demandé des années pour en arriver aux 1000. Mais j'ai accepté de le faire. Alors, je ne demande pas, et le but, c'est pas que tout le monde demain lise 1000 mots par minute et que demain, tout le monde fasse de la compétition. Si juste, tu peux passer d'un livre que tu lisais en 6 heures à un livre que tu lis en 3 heures, en ayant retenu, ou un livre, juste lire et finir un livre. Tu passes de j'ai pas lu à j'ai fini un livre parce que je me suis mis dans ma bulle, que j'ai aimé la lecture, que j'ai pris des notes, que j'ai retenu ce que j'ai lu et que ça m'a pris
pendant une semaine, tous les jours, 25 minutes. Donc 3h30 en vrai dans la semaine. C'est juste extraordinaire. Parce qu'on a tous des objectifs différents, on est tous différents. Et c'est pas que je disais au début, quand j'avais commencé, on se dit la course, c'est la course contre personne. C'est la course contre moi-même. Et donc, pourquoi je disais ça? C'est que oui, on va devoir s'entraîner. Oui, tu vas devoir répéter. Mais le fait de le faire en t'amusant, ça va tellement tu vas tellement prendre du plaisir que tu vas pas t'en rendre compte. Et c'est ça qui est beau. Ouais, ce qu'on peut dire, quand même, qu'une des clés de tout ton travail, c'est qu'il faut savoir comment on apprend et c'est amusant. C'est ça un peu le C'est ça. paradoxe, c'est que C'est suivre ton approche, lire ton livre, c'est découvrir qu'on peut s'amuser, que c'est la chose au fond Oui. qu'on ne sait pas. c'est apprendre à apprendre en s'amusant. C'est ça qui est beau. Moi, c'est hacker son cerveau en s'amusant. Et la notion de l'amusement, elle est juste extraordinaire. Elle est fondamentale. Parce que aujourd'hui, les gens font des études parce qu'ils sont obligés. Ouais, si tu fais pas d'études, tu feras rien de ta vie. Parce qu'on a des injonctions de la famille, des proches, des choses. Faut que tu fasses un bac plus 2, faut que tu fasses un bac plus 5. La passion, l'amour, tout ça sont mis de côté. Il y a des injonctions de partout. Ensuite, tu fais un travail. Pourquoi? Pour beaucoup, qui est un travail alimentaire. Ou qui vont travailler pendant 2 ans, 3 ans, et après, ils vont faire quoi? Et ils vont se dire, ah, mais ça fait. Euh, euh, ça reviendra, mais c'est un biais cognitif, c'est l'inversion à la perte, mais c'est le biais des coûts irrécupérables. C'est ça, c'est le biais des coûts irrécupérables, c'est de dire, ah, mais j'ai investi 5 ans de ma vie à faire des études en RH, bah non, je suis obligé de faire RH. Et ensuite, je travaille pendant 3 ans. Ah, mais tu as un bon poste quand même. Tu gagnes bien ta vie. Je suis là. Je ne vais pas pouvoir. Peut-être qu'à 35 ans, tu as envie de complètement changer ce que tu as envie de faire. Ah, mais non, j'ai tellement investi de temps que je ne peux pas revenir en arrière. On est dans ces injections de t'es obligé, t'es si. Quand la notion de plaisir, plus on grandit, plus elle est mise de côté. Ah, je dis pas que tout le monde est comme ça, et heureusement. Et qu'il y a des personnes comme toi qui prônent le bonheur et qui prônent cette notion d'aimer ce qu'on fait et autres. Et bien moi, dans ce livre, et dans Connaissance illimitée, ce que je partage, c'est réapprenez à aimer ce que vous faites et que quoi qu'il se passe, si vous avez appris à apprendre, vous pouvez faire partir de zéro. Parce que quand tu as appris à apprendre, tu as appris le socle. Parce qu'au moment où tu sais apprendre, aujourd'hui, on vit dans un monde qui va tellement vite. Et les métiers évoluent. Il y a des gens qui faisaient des métiers il y a 50, même pas 50 ans, il y a 5 ans, 10 ans, ces métiers n'existent plus. Ils ont été transformés et échangés par l'intelligence artificielle, par les robots, par autre chose. Exemple, avant, tu avais des personnes qui devaient prendre un hélicoptère et il y avait des caméramans qui étaient spécialisés par ça. Maintenant, tu prends un drone. Tous ces gens-là ne travaillent plus. Tu as tellement de choses. Du jour au lendemain, tu as des gens qui font... tu peux faire des montages directement avec l'IA. Et donc, les monteurs doivent faire d'autres choses. Si tu vis avec cette peur de perdre, tu n'avanceras pas. Alors que si tu sais que tu peux apprendre à apprendre, tu dis, ben, ça fait rien. Moi, j'ai 30 ans, j'aime plus ce que je fais, ben, je vais recommencer avec quelque chose que j'aime. Et en vrai, tu recommences pas, en vrai. Parce que tout ce que tu as appris fait qui tu es aujourd'hui. Et comme tu as un bagage qui est juste extraordinaire, si tu rajoutes le apprendre à apprendre, ce qui t'aurait pris peut-être je sais pas combien de temps avant, va te prendre beaucoup moins de temps. Et donc, tu vas pouvoir repartir. Et aujourd'hui, je fais ça. Peut-être que dans 5 ans, je ferai autre chose. Et peut-être que l'autre fait autre chose. Mais tant qu'il aime ce qu'il fait et qu'il est épanoui, c'est ça le plus important. Et moi, ma plus grande fierté, c'est d'avoir ces messages de personnes qui me disent j'ai 20 ans, 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Et soit dans mon travail, j'ai eu le poste que je voulais depuis toujours, soit dans mon travail, je suis beaucoup plus épanoui, soit j'ai repris mes études, soit j'ai changé, soit je vois le sourire dans mes enfants, soit j'ai réappris à m'aimer, j'ai appris que je pouvais faire, je me regarde différemment. Lire un livre pour une personne, pour certains, c'est déjà un exploit. Pour d'autres qui lisent tous les jours, c'est rien. Mais certains, juste finir un livre, c'est extraordinaire. Et il ne faut pas les dénigrer, c'est extraordinaire, tu as fini un livre. Pendant que certains ne lisent pas du tout. Et tu en as fini un, tu vas finir un deuxième, un troisième, un quatrième. Et c'est les livres, mais ça peut être plein d'autres choses. J'ai appris l'anglais, j'ai appris le chinois, j'ai appris le japonais. Quel que soit, j'ai appris la couture. Mais tant que tu apprends ce que tu aimes et que tu es épanoui. Et donc, ça passe par être épanoui et aimer ce qu'on fait. Quand tu aimes ce que tu fais, tu ne vois plus le temps passer. Et on rentre dans cette notion d'ikigai, d'état de flow, qui fait que
Le temps passe tellement vite. Là, je sais pas, ça fait 1 heure qu'on parle, on voit pas le temps passer. On aime ce qu'on fait. Est-ce qu'on a un des biais cognitifs, c'est le biais de Fraise. 1 heure n'est pas égale à 1 heure. Quand tu fais 1 heure de choses que tu aimes, 1 heure à la queue au magasin ou 1 heure dans les bouchons n'est pas égale à 1 heure en train de lire un super livre ou en train de passer un super moment à discuter. Mais pourtant, c'est 1 heure. Et comment je fais pour que tous les jours de ma vie, l'heure que je suis en train de passer, elle passe comme les autres heures où je kiffe, où je suis en train d'aimer ce que je fais. Et qu'elle ne soit pas dans ces heures où je suis en train d'en pâtir, j'arrive au boulot, la boule au ventre, j'arrive le lundi le matin, la seule chose que j'attends, c'est d'être vendredi soir, j'arrive à 8 heures, la seule chose que j'attends, c'est qu'il soit 17 heures. Quand tu es comme ça, après, tu as ces conséquences dans ta vie de tous les jours. Tu n'es pas bien à la maison, tu n'es pas bien avec les enfants, tu n'es pas bien dans ton entourage. Non, tu dois être... C'est pas tu dois, tu essayes de faire les causes pour être épanoui. Et quand tu es déjà épanoui, tu utilises ça, parce que c'est pour tout, tu utilises ça pour aller encore plus loin. Et j'aime bien cette notion de... Je bifurque un peu, mais c'est ne pas priver le monde de ta lumière. Ouais, pour moi, on a tous une lumière. Et notre lumière, elle n'est pas là pour forcément briller, mais pour éclairer. Certains diront, ouais, tu es là, tu veux briller. Non, je ne cherche pas à briller, je cherche à éclairer. Et on a tous en nous quelque chose. On a cette petite lumière qui peut aider, ne serait-ce qu'une personne, 2 personnes, 3 personnes. Le but, c'est pas on va pas tous venir des politiciens, on va pas tous être Gandhi, on va impacter des millions de personnes. Non. Juste toi, dans ton entourage, quand toi, tu te changes. Moi, je l'ai remarqué en changeant moi, et j'ai vu des gens changer. Tu te rends pas compte, mais tu changes tous les gens qui sont autour de toi. Parce qu'en m'impactant moi, en me changeant moi, j'ai eu un impact sur ma femme, j'ai eu un impact sur mes enfants, sur mes parents, sur mes sœurs, sur mon entourage proche. Parce qu'ils te voient épanoui, ils voient que tu es en train de faire des choses incroyables. Et donc eux-mêmes qui pensaient que ça c'était impossible, j'ai dit attends, si Mohamed l'a fait, peut-être que moi aussi je peux le faire à mon niveau. On ne demande pas tous, on va pas tous faire l'Olympia, on va pas tous avoir un livre, mais dans notre quotidien. Et on a tous cette petite lumière qui peut permettre d'éclairer ne serait-ce qu'une personne. Et là, aujourd'hui, vu que tu ne le fais pas et que tu es collé derrière ton écran ou derrière la télé ou autre, tu prives les gens de ton entourage et toi et autres de ce que tu pourrais réellement faire. Parce qu'au fond, nous, on peut faire des choses incroyables. Merci, Mohamed. C'est merveilleux de te voir ainsi donner ta lumière. Merci. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Et bon, je vous invite tous à lire ce livre et à partager. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse m'écrire et qu'on me dise sur Instagram ou ailleurs, me dire Mohamed, j'ai lu ton livre et voilà ce que j'en ai retenu. J'adore avoir les retours des lecteurs et pouvoir vivre et accompagner ces personnes. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ça. Donc, à nous de jouer et faisons en sorte de rendre ce monde meilleur. Et surtout, et je finirai avec cette phrase que j'adore, je commence le livre par ça: la peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Énormément de gens, par peur, n'essayent même pas, alors que s'ils l'avaient fait, ils auraient pu réussir. Donc, ne laissez pas la peur vous empêcher de réaliser vos rêves, ou réaliser vos objectifs, ou réaliser ce que vous avez envie de faire. Allez-y et vous verrez. Et quoi qu'il en soit, vous allez apprendre des choses. Même si vous n'atteignez pas l'objectif final, vous aurez appris des choses. Et c'est ça c'est la plus belle des choses. Et on avance et on continue. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Si vous voulez ne pas manquer les prochains et toutes les surprises extraordinaires que je suis en train de vous préparer, abonnez-vous à ma newsletter. Chaque semaine, vous recevrez une newsletter. Je vous propose en avant-première de savoir quel dialogue je vais poster, pourquoi j'ai choisi l'auteur que j'ai choisi, et je vous donne en plus le conseil de la semaine qui m'aide et pourrait vous aider, vous aussi, à retrouver un peu de confiance et savoir quels petits pas vous pouvez faire pour vous rencontrer et retrouver un peu d'allant, de courage et de joie. N'hésitez pas à cliquer sous la description ci-dessous et vous allez recevoir ma newsletter. Un beau moment de partage. Je vous dis à très bientôt. Merci.